une suite de sons qui va matcher, comme on dit. Enfin, il y a des termes qui n'existent pas trop en français. Donc le terme officiel, c'est appareiller, et l'appariement pour matching en informatique, mais qui vont matcher ce patron. Donc ce patron, ce n'est pas des sons, c'est immatériel, c'est de la connaissance. Et je l'utilise pour générer une suite de sons. Cette suite de sons est matérielle, ou cette écriture est matérielle. Et ça, c'est perceptible par les sens. Donc le signe est immatériel, mais la composante signifiant du signe sert à générer du matériel. C'est comme ça pour toute connaissance. Par exemple, j'ai la connaissance de ce que c'est qu'une poignée de main et ce que c'est de serrer la main. Et c'est immatériel dans ma tête. Mais quand je vous rencontre et que je vous serre la main, je n'ai pas une poignée de main dans ma tête, j'ai un patron, une connaissance qui est un patron de comment on réalise ce geste super compliqué. C'est super compliqué, une poignée de main. Il y a peut-être des différences culturelles, mais en français, quand on pense à poignée de main, ça c'est très intéressant. Donc je commence, j'ai l'air de prendre des chemins de traverse, mais en fait, en français, poignée de main, qu'est-ce que ça désigne ? Ça désigne un geste de contact physique qui permet d'établir une certaine proximité, telle que on utilise la main droite, encore une fois, vous voyez, la main droite, même si on est gaucher, on utilise la main droite qu'on tend en direction de la personne Y, parce que c'est la poignée de main entre X et Y, on tend en direction de Y, Y faisant la même chose, ce qui fait que nos paumes se font face, et on se saisit mutuellement la main en exerçant une certaine pression, c'est important, et en exerçant un mouvement de haut en bas. C'est-à-dire une poignée de main comme ça, ce n'est pas une poignée de main. Une poignée de main où on met juste la main et on n'exerce pas de pression, ce n'est pas une poignée de main. C'est très important dans la définition de l'unité lexicale parce qu'il y a des collocations et les collocations sont toujours ancrées dans les définitions lexicales. On dit en français une franche poignée de main, une poignée de main franche. C'est une poignée de main qui est telle qu'elle devrait être. Ça veut dire notamment qu'on serre suffisamment. Une poignée de main molle, ça connote le fait que ce n'est pas une vraie, c'est la fonction lexicale antivers, ce n'est pas une poignée de main telle qu'elle devrait être. C'est-à-dire la personne n'a pas vraiment serré et c'est comme si en fait il était indifférent à ce contact-là. Donc c'est très compliqué. D'ailleurs c'est marrant puisqu'en français on dit une poignée de main, donc poignée ça réfère plutôt au serrage. En anglais on dit handshake. Et ça réfère à ça. C'est très très bon de lire Astérix chez les Bretons. Donc les Bretons, c'est les grands Bretons, c'est les Anglais. Parce que donc les auteurs il y a le cousin d'Astérix qui est un Breton, donc un Anglais, et qui parle un français un peu bizarre. Et qu'est-ce qui est bizarre ? C'est que justement, il y a de la traduction littérale de tous les phrasèmes. On va voir les phrasèmes, donc les expressions phraséologiques. Donc, quand Astérix dit à Obélix, non, il dit à son cousin Joli Thorax, je crois, il lui dit Joli Thorax, je te présente mon ami Obélix, et Joli Thorax dit oh, enchanté vraiment, secouons-nous les mains, parce que let's shake hands. Alors évidemment, Obélix, il le prend et puis il secoue comme ça, et puis Astérix lui dit mais t'es fou ou quoi ? Il nous a dit de secouer les mains, et donc bon, bref. Donc c'est très compliqué, et donc ce patron très compliqué, je l'ai dans ma tête. Donc, c'est très facile à admettre que j'ai ça dans ma tête, mais je n'ai pas des poignées de main dans ma tête. Par contre, j'utilise cette connaissance pour générer une poignée de main avec vous. À ce moment T, elle sera comme ça, là, avec une autre personne autrement. Et justement, il y a différents types de poignées de main. Donc c'est ça l'idée de la connaissance, des patrons de connaissance qui permettent de générer des choses perceptibles. Le signifiant du signe, il n'est pas différent de ma connaissance de ce que c'est qu'une poignée de main.
De la même façon qu'il faut admettre que je n'ai pas des vraies poignées de main dans ma tête, je n'ai pas des vraies suites de sons dans ma tête. Donc le signe est totalement immatériel, mais la composante signifiant permet de générer du matériel. La composante signifiée, en un sens, elle permet de générer du matériel parce que c'est la connaissance donc du sens, et en fait, elle induit ce qu'on appelle la combinatoire libre. Parce que je connais le sens de carotte et de réfléchir, je sais que si je dis la carotte réfléchit, il y aura quelque chose de bizarre. C'est parfaitement correct, linguistique, grammatical et tout. Mais justement, ça c'est matériel. Le fait que j'ai dit carotte réfléchit, j'ai construit la structure syntaxique qui ne se perçoit pas directement, mais qui se perçoit par la linéarisation des mots formes, par les accords morphologiques, la prosodie. Donc le signifié me permet aussi à une certaine manifestation au niveau matériel, par la combinatoire libre. Et la combinatoire restreinte du signe, donc cette troisième composante, a aussi des manifestations formelles. Parce que justement, je sais que si je veux faire poignée de main et je veux faire vers, donc poignée de main, c'est la fonction lexicale vers, telle qu'elle doit être, et bien poignée de main me dit que je peux utiliser une franche poignée de main. Et pas comme elle doit être, je peux dire une poignée de main molle. Okay ? Donc, ce signe est complètement immatériel. Le signifiant, c'est évident, il génère du matériel, du perceptible. Mais le signifié et la combinatoire restreinte aussi indirectement. Parce qu'en fait, donc c'est un truc abstrait, psychique. En fait, c'est pas abstrait, disons, parce que c'est très concret, un signe linguistique. Mais c'est immatériel et c'est psychique. Donc ça n'appartient pas au monde physique. Mais ça se manifeste aussi bien dans son signifié et sa combinatoire que, évidemment, dans son signifiant, par des manifestations physiques qui sont les symptômes du signe. C'est grâce à ces manifestations physiques qu'on arrive à remonter au contenu du signe. On est comme des docteurs qui identifions des symptômes et remontons à ça, ou c'est la même chose, des détectives, des Sherlock Holmes, qui perçoivent des manifestations de signes et qui remontent à ce qui est exprimé par ces signes. Donc, comment on identifie le signifiant du signe? Eh bien, on fait des observations sur les suites de sons ou les écritures qu'on perçoit. Comment on identifie le signifié? On regarde sa combinatoire libre, comment il se comporte. Et la combinatoire restreinte, on l'identifie parce qu'on voit les récurrences, par exemple, qu'il y a une proximité particulière au niveau, une affinité statistique, si vous voulez, entre poignée de main et franche, qu'il n'y a pas entre, je ne sais pas, une pensée franche, on peut le dire, mais c'est à moins d'affinité. Et surtout, encore une fois, j'insiste, on se met à la place d'un locuteur et on se dit, mais qu'est-ce que le locuteur a voulu faire quand il a dit franche poignée de main? Okay. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit poignée de main et il voulait dire cette poignée de main, elle est comme elle doit être. Et donc il a gardé sa connaissance de poignée de main, l'unité lexicale, et il a vu que on peut utiliser franc pour intensifier. Donc c'est ça en fait. Tout est immatériel, mais c'est des patrons, c'est des connaissances à partir desquelles on génère du matériel, parce que les signes linguistiques, c'est des outils pour communiquer. Et évidemment, le signifiant est super important, et parce que s'il n'y a pas de signifiant, on peut difficilement deviner le signifié. Mais ce n'est pas complètement vrai non plus, parce que il y avait quelqu'un d'entre vous qui m'a posé une question sur l'espagnol en me demandant, oui, c'était vous, donc qu'est-ce qui se passe avec les pronoms personnels, puisque l'espagnol est pro-drop, donc comme l'anglais de Singapour ou le mandarin, etc. Et ça veut dire s'il y a un pronom personnel clairement identifiable, on peut l'omettre, ok? On n'a pas par défaut à dire yo vengo, je viens, on peut dire vengo, ok? Et en fait, quand on dit vengo, ben yo, il n'est pas là, il n'est pas réalisé. Je peux le réaliser, produire le mot forme yo, mais en fait, son absence
est quand même une indication de sa présence. En un sens, parce qu'aussi on voit que le verbe est à la première personne du singulier du présent, donc c'est clair que c'est yo, et en contexte on comprend. Mais ça c'est important parce que justement, dans les langues, comme dans la vie de tous les jours, il y a ce qu'on appelle des signes zéros, qui sont très importants. Ils existent, ça c'est pas vraiment un cas de signe zéro, c'est une ellipse, mais cette absence est identifiée par quelque chose de morphologique. Mais un signe zéro, c'est en général normalement un signe flexionnel. Donc si on a de la flexion, on a un petit ensemble de significations grammaticales, plutôt petit, que la langue nous oblige à exprimer. Donc par exemple en français, je ne peux pas utiliser un nom sans exprimer un ou plus que un. Je suis obligé de le mettre au singulier ou au pluriel. Le français a une catégorie flexionnelle du nombre des noms qui contient 2 valeurs. Il y a des langues, peut-être dans les langues que vous parlez, il y en a 3. Souvent, il y a singulier, duel et pluriel. Okay, il peut y avoir aussi le duel. En français, il n'y a pas de duel. Donc, j'utilise un nom, je suis obligé de faire. Eh bien, comment je sais... d'ailleurs, je vais... On nage en pleine technologie. Regardez comme j'acquiers. Comment je sais que si je vois... Ah ben non. Je dois faire quelque chose de plus. Ok, je pensais être prêt. Ah, il y a la poubelle. Je passe devant un jardin et je vois maison à vendre. Comment je sais qu'il n'y en a qu'une? Parce que je pourrais vendre plusieurs maisons. Comment je sais qu'il y a une seule maison à vendre? Je le sais parce que s'il y en avait plusieurs, et c'est l'autre valeur de la catégorie flexionnelle qu'il n'y en a que 2, le propriétaire aurait écrit maison à vendre. Bon, ça c'est pour l'écrit, hein. Évidemment à l'oral. Le français n'est pas très intéressant dans sa morphologie vis-à-vis du rapport à l'oral, puisque en fait il est en train de perdre sa flexion, c'est clair. On perd à l'oral, c'est encore là à l'écrit. Si on parle encore français dans 2 siècles, vraisemblablement, à moins que ça revienne. Donc on raisonne sur l'écrit là. Là je sais que c'est pluriel parce que j'ai une marque, un suffixe du pluriel qui est là. Et là, comment je sais que c'est le singulier? Puisqu'apparemment, je n'ai pas de suffixe. Ben, c'est que j'ai un signe, un suffixe. Donc ça, c'est maison plus pluriel, et ça, c'est maison plus ça. J'ai un suffixe dont le signifiant est l'absence de forme. Et donc, comme on sait qu'un nom doit être singulier ou pluriel, il y a 2 valeurs, que la forme écrite du pluriel, c'est le S, ici, pour maison. On sait que c'est le singulier, pas parce qu'il n'y a pas de suffixe, c'est pas vrai. C'est obligatoire qu'il y ait un suffixe, puisque l'expression d'un élément de la catégorie flexionnelle est obligatoire. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de suffixe. Mais il y a un suffixe qui est un suffixe 0, ça veut dire, comme on sait qu'il n'y a que 2 valeurs, la langue économise, ici, et a un signifiant ici, et ici le signifiant, c'est l'absence de signifiant. Et c'est très courant dans les langues pour les catégories flexionnelles, et donc il faut que ce soit des catégories flexionnelles, parce qu'on sait que c'est là, on sait que c'est exprimé, il y a un très petit ensemble de valeurs, et on connaît le signifiant réel pour toutes les valeurs, et il y en a une, du coup, où on économise, il n'y a pas de valeur. Donc ici, on a des signes dont le signifiant est l'absence de signe. J'aime bien si vous vivez avec quelqu'un, par exemple, vous rentrez chez vous, et puis, soit ses chaussures ou ses flip-flops sont là, soit elles ne sont pas là. Donc la personne est là ou n'est pas là. Il y a 2 valeurs. Et si vous voyez pas de flip-flop, ou pas de sandales ou n'importe quoi, c'est un signe, pas un signe linguistique, c'est un signe qu'on interprète, et c'est un signe qui vous dit « il est dehors ». Mais c'est quoi la forme de ce signe? C'est l'absence de forme.
Parce qu'il n'y a que deux possibilités. On imagine une situation où il ne sort pas sans ses chaussures, c'est toujours les mêmes, et il les met toujours là. Okay, donc c'est des signes zéro. En sémiotique générale, les signes zéro existent et vous raisonnez tout le temps là-dessus sur des choses de ce genre-là. Donc on voit bien que le signifiant, même là, on a même un cas de signifiant où mon patron, c'est de me dire « fais rien ». Et c'est comme ça. Donc c'est un raccourci quand on dit que maison, c'est le radical et c'est en même temps la forme du singulier. Oui, bien sûr, c'est la forme du singulier, mais si on veut faire l'analyse morphologique de maison, pas du radical maison, mais de maison ici, si on fait l'analyse morphologique du mot forme, ben on a le radical et on a le suffixe 0 du singulier. OK ? Donc ça, c'est vraiment... ça montre à quel point... Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Ben, si j'ai répondu à votre question, ça va. Oui, bon. Non, non, est-ce que c'est satisfaisant ou est-ce que... Oui, oui. Ça... Oui, parce qu'en fait, l'absence est sensible. Ben, oui, mais on avait une discussion sur le raisonnement animal, etc. Les animaux le font, c'est évident. Et donc, nous aussi, oui. J'ai une question. C'est que vous avez identifié cette absence de marqueur explicite de singulier comme signe 0. Ouais. Mais on utilise aussi ces deux expressions morphe 0 et morphe vide. Ou par exemple, bon, pour singulier pluriel, c'est le même. Alors là, vous avez, même au pluriel, il n'y a pas de marqueur explicite de pluriel. Et c'est là qu'on dit que c'est le morphe 0, n'est-ce pas? Il y a l'idée du pluriel, mais il n'y a pas de marqueur du pluriel. Alors, ça c'est encore autre chose. Dans ce cas-là, c'est juste parce que cours comme la cour a décidé que, ce sens de cours. Ah, ou un cours, d'accord, ou des cours. C'est juste que la flexion de cours est irrégulière. Donc on doit spécifier. C'est pas comme, enfin, c'est pas exactement ce cas-là, parce que ça c'est régulier. Alors que court, il faut simplement dire qu'il est invariable formellement et que donc il réécrit la règle grammaticale morphologique en disant qu'on a le même signifiant dans les deux cas. OK ? Et effectivement, il n'y a pas de signe 0 dans ce cas-là. OK. Il n'y a pas de signe 0 parce que c'est irrégulier. Donc on ne peut pas identifier. Ici, vous avez dit qu'on peut l'identifier en tant que signe 0, oui. En absence de marqueur de nombre. Oui. Oui. Et alors là, où au pluriel, quand il y a absence de marqueur de pluriel, qui est normalement le cas, alors c'est là que j'ai appris que cela s'appelle le morphe 0. Non, parce qu'au singulier aussi, il y a une absence de marqueur. Puisqu'on ne peut pas dire qu'on a le signe 0, puisqu'il ne s'oppose pas au signe, le marqueur du pluriel au pluriel. C'est que là, ça c'est grammatical. Et là, l'unité lexicale court, dans sa combinatoire restreinte, réécrit la règle grammaticale et dit, pour calculer mon signifiant, eh ben, tu utilises la même forme dans les deux cas. Et donc là, ça invalide le fonctionnement de la règle grammaticale. Le signe 0, on le considère quand la règle grammaticale s'applique. Quand elle ne s'applique pas, ben, ce n'est pas une règle grammaticale, c'est une règle lexicale. Donc ça, cette règle-là appartient au lexique, pas à la grammaire, pour court. C'est une troisième composante du signe. Et ça n'a pas vraiment de sens ici de dire qu'on a un signe 0 parce qu'il ne s'oppose pas à un signe non 0. Puisque que ce soit pluriel ou singulier, c'est les deux mêmes formes. Donc je ne serais pas d'accord à dire que dans ce cas-là, il y a un signe 0. Il y a juste une variabilité de cours qui prend les mêmes signifiants au singulier ou au pluriel. Donc c'est différent de ça. Il faut faire très attention parce que, en fait, ici, on pourrait dire c'est pas grave, mais ça fait
ça fait exploser la notion de signe zéro. Puisque si on dit qu'on a un signe zéro au pluriel, alors il s'oppose à quel signe non zéro au singulier? Un signe zéro, c'est une absence qui signifie. Donc il faut qu'il y ait une absence. Et une absence, elle existe par rapport à une présence. Mais pour court, il n'y a pas de présence. Il n'y a que de l'absence, si vous voulez. Il y a de l'indiscrimination. Donc c'est très gênant d'employer signe zéro ici. Il faut dire que court est invariable à l'écrit et que ces deux formes, singulier, pluriel, ça s'écrit C-O-U-R-S. Et puis c'est tout. Encore une fois, parce que c'est dangereux. Il y a différentes... En fait, l'approche, la théorie que je vous présente ici du signe zéro, elle est très contraignante parce que souvent, quand on desserre un peu les boulons, alors on se met à avoir des signes zéro partout. Pardon. C'est que vous avez utilisé le terme signe, donc vous entendez et le signifiant et le signifié, alors qu'ici, en fait, quand je l'ai appris, c'était plutôt... On fait la distinction entre morphe et morphème, et là, il s'agit de morphe zéro. Ah, mais un morphe, c'est un signe. C'est-à-dire... Non, mais morphème, c'est l'idée qui correspond, et morphe, c'est la côté... c'est pas comme ça que j'utilise. Okay. C'est la même... Parce que le M veut dire ensemble d'eux et généralisation. Prenez phonème. Qu'est-ce que c'est qu'un phonème? C'est un ensemble de phones en distribution complémentaire. Et donc le phonème, c'est un degré d'abstraction. Okay? Un phonème, de toute façon, même un phone, c'est pas un son. C'est pas le son véritable. Mais on dit par exemple qu'en anglais, on a un phonème T, comme ça, T, et que ce phonème, c'est un ensemble de deux phones qu'on écrit en général comme ça pour les distinguer. Donc quand les choses sont écrites comme ça, en fait, en théorie, c'est une transcription phonologique, pas phonétique. Et il y a le T non aspiré et le T aspiré. Donc table, but. OK? Ces deux choses-là, c'est deux phones du même phonème. OK? Ils sont en distribution complémentaire. Pour morphe et morphème, c'est la même chose. Un morphème peut s'exprimer par plusieurs morphes. Donc si je parle par exemple du morphème du pluriel des noms, ou en anglais, le morphème des noms en anglais, il s'exprime, donc on va pouvoir l'écrire comme ça par exemple, et ça veut dire le morphème du pluriel des noms en anglais, donc ça s'exprime par un suffixe, et puis on va dire qu'il s'exprime par plusieurs morphes. Table, tables, dress, dresses, s. Donc ça, c'est des morphes différents du morphème. OK. Donc, pour moi, c'est la même chose. Phone, phonème, morphe, morphème. Donc, et c'est la même chose, mot, forme, lexème, en un sens. Donc, le morphème, c'est une généralisation sur le morphe. Donc, je peux aussi bien parler du morphème du pluriel ou du morphe du pluriel si je m'intéresse à la possibilité d'avoir plusieurs réalisations. Donc je peux dire un morphème zéro comme un morphe zéro. Ça ne me gêne pas. Par contre, il faut faire attention. Un morphe ou un morphème, quand on dit morphe, on parle d'une entité lexicale. Donc par exemple, mais, la préposition mais, ça c'est le mot forme mais. On peut rajouter un numéro parce qu'il y a sûrement plusieurs mots forme mais. Ce mot forme mais est en même temps un morphe. Ou un morphème. C'est un morphème parce qu'il est inanalysable. Ce que ça veut dire un morphème, c'est un signe segmental non analysable en termes d'autres signes. Donc lui, il n'est pas analysable, alors que ça, ce n'est pas un morphème, parce qu'il est constitué en fait de morphes. C'est important de ne pas faire une égalité entre signe linguistique ou morphème ou morphe zéro et vide. Parce que un signe zéro n'est pas vide, justement. Le morphème du singulier, qui est un signe zéro, il n'est pas vide, il a un signifié. Il signifie singulier. Donc, un morphème vide, ce serait un morphème qui n'a pas de signifié. Mais
un morphème 0, c'est que son signifiant est l'absence de signifiant. Si, morphème vide, hein, il n'y a pas de signifié. Là, par exemple, quand on dit y a-t-il, le te n'a pas de sens, mais c'est là. Là, on dit que c'est le... Ouais, et on peut même discuter du fait que c'est un morphème. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se produit au niveau superficiel, au niveau de la génération de la suite sonore. Donc, on peut soit décider que c'est un signe linguistique et son signifié est vide, ce qui est très bizarre, ou dire c'est même pas un signe linguistique. C'est pas un signe linguistique au sens de Saussure. C'est un élément de la suite sonore, mais comme la première syllabe du mot étude, qui est et, n'est pas un signe linguistique. Eh bien, le te, il est super important dans la production, comme la première syllabe de et, mais c'est plus correct de dire que ce n'est pas un signe linguistique, parce que justement, il n'a pas de signifié. Donc, on peut considérer des signes vides. Ça peut arriver, mais il faudrait quand même qu'ils soient, pour X raisons, ils sont quand même dans la structure syntaxique. Si c'est juste, ils interviennent au niveau phonologique, pour des raisons phonologiques, ça me gêne un peu plus. Si on est obligé de les considérer dans la structure syntaxique de la phrase, alors on pourrait dire oui, dans ce cas-là, c'est un signe. On en a besoin dans la structure syntaxique, mais il n'est pas là pour exprimer un signifié. Il est là juste. Donc, en un sens, on pourrait presque dire que le 2 dont je parle de Gustave, on pourrait dire, si on veut, c'est un signe, parce qu'il est dans la structure syntaxique de la phrase, mais on pourrait dire que c'est un signe qui est au niveau du signifié vide, parce qu'il n'a pas, strictement parlant, une signification lexicale, et pas vraiment une signification grammaticale. C'est un outil qui participe à l'expression d'un actant de parler qui doit être exprimé au niveau de la structure syntaxique comme un objet oblique. Donc, soit on considère que son signifié, c'est l'expression de l'oblicité, donc c'est un signe, comme si par exemple on est dans une langue casuelle et il y a un suffixe de complément oblique, on va dire ce suffixe-là, comme pour l'accusatif, le génitif, il exprime l'oblique, ou bien on dit il exprime rien parce qu'il a, c'est justement pas quelque chose, un suffixe ni rien, donc on va dire en soi, il n'a pas de signifié, mais il participe à l'expression de l'oblicité et donc de l'expression du deuxième actant du verbe parler, en permettant la construction de la dépendance syntaxique. Donc ça, je ne sais pas ce qui est préférable. Parler de signes vides, c'est toujours un peu dangereux, si on reste avec le signe linguistique, mais pourquoi pas, si on définit bien. Et parler de signe zéro, c'est très dangereux, parce que si on ne met pas assez de contraintes sur la notion de signe zéro, ben on va pouvoir en identifier à peu près partout. Donc, moi, j'adopte, en fait, c'est la théorie morphologique de Melchuk, j'adopte une définition du signe zéro qui est très contraignante. Le signe zéro, il exprime une signification fonctionnelle parce que il est contraint dans son usage. On sait qu'il y a une expression obligatoire de signification et pour chaque signification, on a un signifiant. Et donc là, comme on sait que l'expression est obligatoire, on sait que c'est là, et donc on peut accepter un signe zéro qui est par absence. C'est comme en coréen, par exemple, par défaut, le nominatif des noms, donc la forme de nommage des noms, parce que le nominatif, c'est la forme de nommage, avant d'être le marquage du sujet, parce que sujet n'est pas nécessairement nominatif, etc. Ça dépend des langues, évidemment. Ben, en coréen, le nominatif des noms, c'est un signe zéro, il n'y a pas de suffixe. Parce qu'un nom doit s'employer avec un suffixe casuel. Donc on sait que c'est le nominatif parce qu'il n'y a pas de suffixe.
Mais il y en a un comme ça, parce que s'il y avait plusieurs cas, alors ça devient plus difficile et problématique. Donc je réserve ici, bon, c'est pas absolu, mais plutôt le signe 0 à la flexion. Mais encore une fois, il y a différentes approches, etc. Donc je vous présente ma notion. Et si on a une autre notion, tout ce que ça veut dire, c'est que, bon, vous voyez, moi je peux vous dire, voilà, un signe 0, c'est ça, ça, ça. Et donc, il n'y aura pas d'ambiguïté, ça, c'est pas un signe 0, ça, il n'y en a pas. Donc, on peut avoir une autre théorisation du signe 0, il faut que ce soit très précisément établi aussi. Mais c'est tout à fait possible, évidemment. On est dans la morphologie. Alors, je ne suis pas du tout un morphologue, donc je sors de ma zone de confort, mais on ne peut pas faire de la lexicologie sans faire de la sémantique, de la syntaxe, de la morphologie et au moins de la phonétique, phonologie un peu. Mais alors là, je deviens franchement nul en phonétique et phonologie. Mais bon. Est-ce que ça va? Il y a d'autres questions? Oui? Bon, ben, juste... C'est juste pour montrer que j'arrive à me servir de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait hier au niveau de la construction des notions? On a construit la notion de signe linguistique étendu, la version étendue du signe linguistique. Ça veut dire que, en travaillant sur le signe linguistique, en fait, on a dû travailler sur ce... si je veux effacer juste un bout, juste ça, je fais comment si c'est juste ce bout-là? Ah, ok. Ah, d'accord, donc je reviens. Donc, en travaillant sur le signe linguistique, j'ai construit signifié, signifiant. Et bon, j'écris SY pour la combinatoire parce qu'un autre terme, c'est le syntactique. À partir du signe linguistique, on a construit au-dessus de tout ça la notion de mot-forme, qui était donc un premier substitut pour le mot, qui est un type particulier de signe linguistique. OK ? Et en ayant recours à la notion morphologique de flexion, donc qu'est-ce que c'est que la flexion? On a construit la notion de lexème. OK, donc c'est pour bien vous montrer que tout ça, c'est un système notionnel que je vous construis. Et quand je dis notion, on a conceptualisé la chose et j'ai proposé un terme. OK, et donc ça, ici, c'était un premier substitut pour mot, et ça, c'était un deuxième substitut. Ça va? Et donc, il y a un ordre de construction comme ça, du bas en haut. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on va continuer à empiler un peu, parce que là, ce que j'ai dit aussi, c'est que le lexème, c'était l'unité lexicale prototypique. Mais on n'a pas vraiment construit encore la notion d'unité lexicale, complètement. Donc j'efface ça, je dis OK, et là je vais là, ah non. Pour revenir au départ, je fais ça. Pardon. Allez-y. Je fais... Ah, c'est ma diapo, c'est vrai, c'est ma diapo blanche. OK, donc on commence la phraséologie. Je sens que je vais être un peu en retard, mais c'est pas grave. On continuera demain ce qu'on n'a pas pu finir aujourd'hui. OK ? Donc c'est plus intéressant d'avoir ce genre de discussion et d'échange pour vider l'abcès, même si je n'ai pas vidé l'abcès, je l'ai infecté encore plus. Mais éventuellement, je pourrais élaguer un peu de ce qui est sur le programme. Je pense que Gyan ne va pas se plaindre si
il y a une notion qui est prévue que je n'aborde pas. Donc surtout, n'hésitez pas, même si vous voyez qu'on va être un peu en décalage, à intervenir, à poser des questions. Encore une fois, vous voyez, hein, il y a plein d'enseignements différents de la linguistique et plein de théorisations et de conceptualisations et de notions. Et je pense que c'est très sain et il le faut. Personnellement, et c'est pour ça que, par exemple, quand j'ai découvert l'approche Chance-Texte et j'ai commencé, j'étais déjà au niveau du doctorat quand je suis rentré là-dedans, je me suis dit, par rapport à tout ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu, parce que justement, c'est très systémique. Toutes les notions se tiennent, tout est connecté, et moi, j'ai besoin de ça pour faire de la science. Et parce que c'est ça, je fais des sciences humaines, mais à la façon d'une science dure, si vous voulez. Donc moi, ça me convient mieux. Mais ce n'est pas du tout la seule approche et une nécessité. On pourrait, comme on décrit quelque chose qui est humain, et on se décrit soi-même en un sens, on pourrait préférer des choses moins carrées, moins précisément établies, et c'est tout à fait OK, c'est tout à fait normal. Donc, les phrasèmes lexicaux. On entre dans la phraséologie et je vais introduire donc la notion de phrasème. Pour introduire la notion de phrasème, il faut d'abord commencer par ce qui n'est pas phraséologique. Donc, ce qu'on considère comme étant des énoncés normaux, si vous voulez, alors qu'en fait, c'est peut-être les moins courants. Si on prend une page de texte, il n'y en a peut-être pas autant que ça. Mais on considère que c'est la chose par défaut. Une langue, des signes et des règles d'assemblage de ces signes, et on pense plutôt à des règles générales grammaticales. Bon, donc en théorie, le locuteur, et je vais insister là-dessus, mais comme ce n'est pas possible, je vais radoter, je vais toujours mentionner, regardez, je prends la perspective du locuteur, toujours. Parce que personnellement, quand j'ai compris que j'avais été endoctriné depuis le début à tout voir selon la perspective du destinataire, à tout conceptualiser selon la perspective du destinataire, et que si je renversais les trucs, comme en maths, des fois, quand on prend un problème, on le prend à l'envers. Et si je renversais en prenant à l'envers, en fait, j'étais à l'endroit. Et qu'en prenant la perspective du locuteur, tout devenait beaucoup plus facile à voir, à comprendre et à expliquer. Mais c'est vraiment l'immense majorité, la quasi-totalité des gens qui ont une activité métalinguistique, qu'ils soient en linguistique ou pas, ont adopté cette perspective. Okay ? Mais pensez bien, c'est quoi la colocation pour dire qu'on maîtrise une langue? On dit « je blabla l'anglais ». On ne dit pas « je comprends l'anglais » ou « j'interprète l'anglais ». On dit « je parle l'anglais ». Maîtriser une langue, c'est parler une langue. Et même dans sa phraséologie, les langues nous disent je suis prêt. Bon, il peut y avoir des exceptions, mais à dire que sûrement l'immense majorité des langues, quand ils ont un verbe pour dire maîtriser une langue, ils disent plutôt on parle une langue. Bien sûr, on peut tout à fait dire je comprends le français, mais c'est justement on dit qu'on ne la maîtrise pas vraiment complètement. Si je dis je parle le français, ça veut dire aussi que je le comprends, évidemment. Ok, donc perspective du locuteur, pour regarder c'est quoi les expressions par défaut, c'est que j'ai un contenu à exprimer, je le lexicalise comme ça, un autre à exprimer, je le lexicalise comme ça, je veux les combiner et je trouve une façon syntaxique, morphologique, etc. de les combiner. Et la langue étant une machine à faire de la paraphrase, j'arrive toujours à trouver plus ou moins une façon de les combiner. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler des expressions libres. Donc, je peux dire « elle mange un sandwich » ou je peux être plus spécifique « elle mange un hot dog » parce que c'est plus qu'un sandwich, ou je parle un peu d'autre chose, je vais dire un hamburger. Je peux dire « Léa mange », je peux dire « elle mange », « elle dévore », « elle engloutit », si je veux des quasi-synonymes. Et puis, je peux dire « un sandwich », « le sandwich », « son sandwich », etc. Donc, il n'y a pas d'interdépendance ici entre les lexicalisations. Si j'ai lexicalisé Léa, je peux continuer à choisir de lexicaliser en mange, dévore ou englouti. J'ai pris englouti, je peux utiliser un, etc. Donc c'est ce qu'on considère une expression libre.
Libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte mutuelle entre les unités lexicales pour le choix de la lexicalisation. Je lexicalise en fonction de ce que j'ai envie de dire. Évidemment, ce libre, il serait à mettre entre guillemets. Rien n'est jamais libre en langue. Au moment où vous allez vous mettre à parler, vous n'êtes pas libre. Vous êtes emprisonné par les règles lexicales et grammaticales de la langue. Bon, elles sont tellement sophistiquées, tellement riches et tout, que vous avez l'impression d'avoir une grande liberté, mais en fait, quand vous parlez, tout du long, la langue vous force à prendre des chemins qui sont ceux de la langue, mais c'est tellement bien foutu, notamment parce que, à cause de cette paraphrase, que vous arrivez à parler. Je m'intéresse, moi, à l'oral aussi, parce que la langue est designée pour nous permettre de commencer une phrase sans savoir ce qu'on va dire ensuite. C'est-à-dire, quand je commence une phrase, ce n'est pas simplement que je ne sais pas les unités lexicales que je vais utiliser ou la structure syntaxique du reste de ma phrase, c'est que souvent, en réalité, je ne sais même pas exactement ce que je vais dire. Mon message se construit alors que je construis ma phrase, et vous avez un joli petit arbre syntaxique. Et pour que ça puisse marcher, pour que je ne parle pas comme ça, je vais vous dire que, ça veut dire, évidemment, si je devais imaginer que je construis tout mon message, toute sa structure sémantique, puis toute sa structure syntaxique avant de parler, absurde. Et pour que ce soit possible, comme ça, que je commence et que je parle, et que je ne m'interrompe pas, que je ne sois pas tout le temps là à m'interrompre, à hésiter, d'ailleurs quand je suis très fatigué, et si je parle en anglais plutôt qu'en français, eh ben, ça va commencer à mal se passer. Okay, il y aura plus d'hésitation, d'interruption. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait certaines choses dans la langue. Et la langue, elle est designée pour ça. Si la langue était uniquement écrite, elle avait été designée naturellement, elle avait évolué, parce que c'est un système d'écriture où il y a de la communication toujours en différé, il y a plein de choses qu'on a dans la langue qu'on n'aurait pas. La langue est équipée de toutes sortes d'outils pour permettre cette fluidité dans l'improvisation. Donc c'est aussi, pour revenir à la question de l'oral et l'écrit, on pourrait imaginer une langue uniquement écrite, mais si on la construisait artificiellement, ben, il y a des tas de choses dont on n'aurait pas besoin, et qu'on a dans la langue normale, si on veut. Donc ça, c'est une expression libre. Okay ? Elle n'est pas libre, donc au sens strict. Par exemple, l'emploi d'un article n'est jamais libre. Si j'utilise un article, c'est que j'ai un nom qui a besoin d'un déterminant. Donc en fait, j'ai choisi un ou le ou son parce que j'ai un nom et je n'ai pas le droit d'utiliser le nom ici, dans une expression d'ailleurs qui n'est justement pas phraséologique. Je suis en français, je suis obligé de le déterminer. Okay ? Donc le choix d'un article n'est pas libre, mais ce qui n'est pas libre, c'est le choix d'avoir une certaine classe d'unité lexicale ici. Mais ce n'est pas vraiment une contrainte lexicale. Je peux dire aussi bien le hot dog que le hamburger, etc. Du moment que c'est un nom, il me dit qu'il me faut un déterminant et j'y vais. Donc, il faut prendre avec des pincettes cette notion d'expression libre ou énoncé libre. C'est libre pour autant que on tient compte des contraintes grammaticales de la langue, mais tout ce qu'on veut dire ici, c'est comme c'est une expression, il y a plusieurs éléments lexicaux, ce n'est pas le cas qu'il y en a un qui a été spécifiquement choisi à cause du choix d'un autre. C'est ça que ça veut dire une expression libre. Ça va ? Bon, il y a des expressions non libres. Et il y a plein de types d'expressions non libres. C'est juste des expressions où on va dire « Ah ben oui, mais j'ai dit ça parce que j'ai dit ça aussi ». L'explication pour cette lexicalisation, c'est qu'il y a cette lexicalisation-là. Donc ces expressions non libres, c'est un peu long à dire expression non libre. Melchuk avait proposé le terme de phrasème qui a beaucoup été repris, et c'est un assez bon terme. Un phrasème, c'est une expression non libre. D'ailleurs, que ce soit une expression non libre morphologique, une expression morphologique non libre, donc par exemple, je ne sais pas, l'expression camionneur, hein, donc le mot forme camionneur qui est construit est non libre, parce que je ne dis pas un voitureur par exemple.
Donc si c'était une expression morphologique libre, je choisis le radical, je choisis le suffixe qui veut dire personne qui se sert d'eux, et j'ai mon unité lexicale. En français, c'est très ennuyeux. La morphologie dérivationnelle, ce n'est pas une morphologie libre, alors qu'une vraie morphologie dérivationnelle dans une langue, ce serait d'avoir des suffixes comme ça, et de pouvoir, sans être néologique, on sait qu'il y a un suffixe « heure » qui veut dire quelqu'un qui utilise, on a des radicaux, et je peux dire le chaiseur, pour dire la personne qui se sert d'une chaise. Et ce serait super puissant, parce que je n'ai pas la possibilité d'utiliser un nom pour dire la personne qui se sert d'une chaise, à cause de cette maudite morphologie dérivationnelle du français qui en fait est diachronique. Donc quand j'ai cette expression morphologique, elle est non libre en un sens. Bon, je tire un peu sur la ficelle, mais quand même. Donc, une expression non libre, on l'appellera phrasème, et il y en a des tas de sortes différentes, et dans chaque sorte, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes dans chaque langue. Grosso modo, une langue, c'est quasiment une phraséologie. Il y a des règles de grammaire régulières, et puis le lexique, il en chasse beaucoup de phraséologie, c'est-à-dire de règles lexicales qui contrôlent de la phraséologie, parce que la combinatoire restreinte du signe, c'est sa phraséologie. C'est ce qui rend son emploi non libre. OK ? Vis-à-vis des autres unités lexicales qu'on va prendre. Donc, le cas le plus classique, qui était mentionné par vous, c'est le cas des locutions. Donc, si je prends la locution bouc émissaire, ça va, vous savez, tout le monde sait, donc c'est un bouc émissaire, c'est que X est un bouc émissaire pour les Y vis-à-vis de la situation Z, ça veut dire la personne ou l'entité X est pris comme responsable de Z par Y, même si ce n'est pas vraiment le responsable. Donc c'est ça un bouc émissaire. Donc bouc émissaire, c'est une expression non libre, parce que si je veux dire ce que je viens de paraphraser, je ne suis pas obligé, mais j'utilise notamment l'expression bouc émissaire, et le choix de émissaire n'est pas libre. Je choisis émissaire en choisissant bouc, et je choisis bouc en choisissant émissaire. Donc c'est l'expression non libre complète. Ça veut dire tous les éléments lexicaux doivent se choisir en bloc. C'est une expression préfabriquée comme un tout. Donc elle est non libre. OK ? Bouc est là parce que émissaire est là, et émissaire est là parce que bouc est là. C'est même pas lexicalisé à la pièce par le locuteur, c'est lexicalisé en bloc. Donc c'est une locution, on reviendra sur la notion de locution, et ça c'est un cas le plus frappant de phrasème, évidemment. Donc un bel exemple, après tout, nous n'étions pas coupables, nous, et il fallait bien un bouc émissaire à notre écrasante défaite. Donc j'essaierai quand même de temps en temps d'être propre, ça veut dire, quand c'est intéressant, de donner des exemples de la façon qui doit être faite, c'est-à-dire en identifiant la source de mon exemple. Donc des exemples qui sont des citations, dont là que c'est pris de Frantext, donc quand on extrait de Frantext, on fait comme ça. On peut utiliser des exemples du web aussi, etc. Alors j'utilise ces petits symboles ici, on reviendra là-dessus quand je présente la locution, pour identifier justement que c'est une locution. Et là, je les ai mis ici dans l'énoncé lui-même, pour qu'on se dise c'est bouc émissaire. Yeah, parce que si, je sais pas, on est dans un film de Walt Disney, il y a un gars qui élève du bétail et il a un bouc, et puis ce bouc, il va l'utiliser pour aller transmettre un message à quelqu'un qui est loin et pour lui demander d'arrêter les combats ou n'importe quoi. Et puis, donc, on va faire de ce bouc un émissaire et on lui attache un panneau autour du cou. Et imaginons le bouc, ce n'est pas un bouc, un vrai, parce que je ne sais pas si vous avez déjà été proche d'un bouc, mais on ne lui fait pas faire ce qu'on veut, à part une chose dans sa seule existence, qui est facile à lui faire. Le reste, non. Ben, imaginons que c'est un bouc obéissant et mon bouc va être mon émissaire
et puis l'autre, il aura une chèvre émissaire. OK ? Ça, c'est pas une locution. J'ai choisi le nom de l'animal en question et j'ai décidé de dire émissaire, j'aurais pu dire messager, etc. Donc ça, ce serait une expression libre. Donc bouc émissaire, quand on a cette suite bouc émissaire, ce n'est pas nécessairement un phrasème, ça dépend ce que le locuteur a fait. Dans l'exemple que j'ai donné, en tant que locuteur, il a assemblé bouc émissaire, il a voulu parler d'un bouc, il a des boucs, et voilà. C'est bon ? Donc voilà un cas vraiment très clairement identifiable de phrasème, mais on va voir deux classes de phrasème principalement aujourd'hui. Mais c'est ça, phrasème, expression non libre, non-dépendance mutuelle des lexicalisations à l'intérieur de l'expression. Dépendance mutuelle. Alors selon le type de dépendance mutuelle, ça nous fera des types de phrasème. Donc déjà, vous voyez, des locutions, il y en a beaucoup dans les langues. OK ? Il y en a des milliers et des milliers. Alors, une définition que vous avez là, encore une fois, la perspective du locuteur. Un phrasème, donc, encore une fois, là, je me focalise sur les phrasèmes lexicaux, donc les expressions lexicales, parce qu'il y a aussi même des phrasèmes syntaxiques, des structures syntaxiques préfabriquées, donc avec des trous. Ça rejoint en fait un peu la notion de construction. Je sais que vous travaillez sur les constructions. En fait, une construction, c'est un phrasème, mais qui est comme une phrase à trous et essentiellement, elle peut être même complètement à trous. Ça peut être juste, il n'y a aucune lexicalisation dedans, c'est juste une structure syntaxique d'un certain type avec une certaine prosodie. Ça a un signifiant, donc c'est phrasémique parce que c'est comme une expression syntaxique, non lexicalisée, mais non libre. Okay ? Donc tout est possible. Donc un phrasème lexical, donc une expression lexicale non libre, donc c'est une expression lexicale complexe, donc avec plusieurs unités lexicales, donc il y a une structure syntaxique, telle que la sélection d'au moins un de ces lexèmes par locuteur n'est pas libre. Elle est contrainte par au moins un autre lexème de cette locution, de cette expression. Donc en fait, je me contredis un peu parce que c'est un peu trop contraignant cette notion de phrasème ici, parce que moi, personnellement, je vais considérer que bravo, c'est un phrasème. Parce qu'en fait, c'est une combinaison de signes linguistiques. Vous avez bravo et vous avez une prosodie. Et ça, c'est contraint. L'exemple que j'aime bien, c'est ce qu'on dit quand on répond au téléphone. En français, il faut savoir qu'on dit allô et il faut la liste des prosodies qu'on peut utiliser. Et en fait, c'est très libre. On peut dire allô, allô, donc interrogatif, allô. Il y a vraiment une très grande liberté. En anglais, je pense à peu près, je ne sais pas si c'est autant. Et en italien, je ne parle pas vraiment italien, mais j'ai tellement vu de films italiens, et je pense à Marcello Mastroianni, pronto, et il peut dire pronto de toutes sortes de façons. Mais par exemple, en japonais, les gens vont dire ah ben, allô en japonais, vous étudiez le japonais pour beaucoup, on va dire c'est moshi moshi. Mais un francophone qui sait que c'est moshi moshi, qui trouve que c'est rigolo, ce qu'il va faire en répondant au téléphone, c'est de dire moshi moshi, mais ça ne marche pas. La prosodie ne peut pas être interrogative, c'est assez déviant. Donc même si moshi moshi c'est un mot forme, il y a une réduplication mais c'est un mot forme, bah, c'est quand même un phrasème parce qu'il faut spécifier la prosodie. Okay ? Donc là je m'intéresse à une multiplicité d'unités lexicales mais c'est un peu faux dans l'absolu. Donc par exemple, amour infini, c'est un phrasème. Même si ça semble tout à fait normal de dire amour infini pour un sentiment très intense, elle éprouve un amour infini pour ses enfants. Mais le locuteur, pour dire très intense, il est contraint par amour. Il y a d'autres choses qui pourraient dire qu'infini. Mais si on veut parler d'une amitié, je dis cette amitié infinie entre eux, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, si je veux dire très intense avec amour, je peux dire infini. C'est normal de dire infini. Mais avec amitié, amitié indéfectible, des choses de ce genre-là, mais infini ne fonctionnera pas. Donc, même si ça a l'air de ne pas être un phrasème, ça a l'air d'être libre, ce n'est pas une expression libre. Et on verra avec les fonctions lexicales, c'est que ce n'est pas une expression libre
parce que ça veut dire très intense. Et toutes les langues du monde ont sélectionné un petit ensemble de sens qui sont des sens qu'on emploie tout le temps. Et les langues ont décidé que ça allait s'exprimer phraséologiquement. Donc même quand ça a l'air de ne pas être phraséologique, parce qu'on a l'impression que c'est tout à fait évident qu'on dit ça, parce que ça veut dire intense ou très intense, on doit considérer que potentiellement il y a des contraintes sur cette expression. Ça vient de ce sens-là. Okay? Donc en un sens, intense, c'est un sens non libre. C'est un sens qui est it's flagged. Il y a un petit drapeau rouge qui dit, si on dit ce sens-là, il va falloir regarder la combinatoire restreinte du signe lexical avec lequel on veut combiner intense. Donc amour infini, c'est un phrasème. Évidemment, ce n'est pas du tout une locution. Okay? Parce que ça veut dire un amour infini dans le sens de intense. Donc le locuteur, il a voulu parler d'un certain sentiment, il a décidé d'utiliser amour, et il a voulu exprimer l'intensité, et il a décidé d'utiliser infini. Il aurait pu utiliser un amour profond, un grand amour, etc. Il a pris infini. Par contre, il a suivi les ordres de amour pour prendre infini. Parce que amour lui a dit qu'il peut utiliser infini. Okay? Donc c'est non libre. Il y a une instruction qui vient d'un autre élément lexical. Et vous voyez pourquoi la perspective du locuteur est fondamentale. C'est que si on prend la perspective du destinataire, on n'a aucune raison de penser qu'amour infini est non libre. Mais si on prend la perspective du locuteur, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il pouvait faire? On voit beaucoup mieux que c'est non libre. Okay? Donc, encore une fois, j'enfonce le clou. Une belle locution, enfoncer le clou, parce que c'est tellement important. Et toutes les notions que je présente et les types de phrasèmes et leur distinction n'a de sens que dans la perspective du locuteur. Si vous prenez la perspective du destinataire, on peut dire, mais c'est kiff-kiff bourricot, c'est libre, je comprends très bien, ça veut dire amour et il est infini. Donc je vois bien ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire une expression non libre. Ça veut dire qu'en tant que locuteur, voilà ce que j'ai fait, ou ce qu'on fait. Et là, on voit que c'est non libre. Alors, on voit que quand on parle de phrasème, il y a un lien logique avec la combinatoire restreinte. Et c'est pour ça que je parlais de codage génétique de la phraséologie dans la langue, c'est qu'un signe linguistique vient avec sa phraséologie. Dire quelle est sa combinatoire restreinte, les instructions qu'il envoie pour se combiner avec d'autres signes, c'est indiquer qu'il ne laisse pas toute liberté au locuteur pour la combinaison des signes. Donc c'est de la phraséologie. Donc c'est tellement dans la langue, c'est encodé dans la langue au niveau du signe. Donc évidemment, ça se propage partout. Et c'est pourquoi, en un sens, la langue, c'est de la phraséologie. Parce que le signe linguistique est défini en partie par sa troisième composante, qui est sa phraséologie. Donc c'est super important. S'il n'y avait pas de phraséologie dans les langues, super fastoche d'apprendre des langues. Et de parler comme un locuteur ou une locutrice native il veut. Okay? Mais c'est parce qu'il y a la phraséologie, il y en a tellement, et il y a tellement de règles à intégrer que la langue, chaque langue est un système sémiotique hyper complexe. C'est bon? Alors en règle générale, on peut s'attendre, mais ce n'est pas une nécessité, à ce qu'une expression non libre, un phrasème, ne puisse pas être traduit littéralement. Okay? Vous ne pouvez pas prendre un élément, le traduire dans la langue, et un autre élément lexical, le traduire, en vous disant que ça va marcher. Si c'est une expression libre, oui. Elle mange un sandwich, en respectant la grammaire et la morphologie, je peux traduire elle par she, mange par eats, et sandwich par un terme anglais qui veut dire la même chose, qui est sandwich. Et ça doit marcher, mais évidemment en fonction des contraintes grammaticales, etc. Mais une expression non libre, si j'ai cette sensibilité, je sais que quand je veux traduire amour infini,
il faut que je sache qu'on peut dire infinite love. Ça sonne pas génial, ok? Si vous le dites, tout le monde comprendra, mais il y a peut-être mieux que ça. Ok? Donc ça, c'est un peu un test. Mais bon, vous êtes beaucoup plus polyglotte que moi, et donc vous savez très bien que c'est un fait au niveau de la traduction. Alors, puisque j'ai décrit les phrasèmes, parce que j'ai déjà aussi mentionné la locution, comme un cas, en fait, prototypique, mais en un sens, on pourrait se forcer à parler sans locution, on y arriverait. Pas facile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui seraient plus lexicalisées vraiment, mais avec la prochaine classe de phrasèmes, on ne peut pas. C'est quasiment impossible, ils sont partout, tout le temps, donc... Bon, locution, ce sera notre troisième substitut. Donc, quand on dit mot, on peut dire mot pour parler d'un truc comme ça. Que signifie le mot anglais black sheep? On peut dire le mot anglais black sheep, ça va passer. Évidemment, vous voyez, c'est constitué de deux mots-formes, ok? Mais si on dit le mot anglais black sheep, c'est parce qu'on considère qu'il y a bien une unité du lexique anglais qui est black sheep. Okay. Donc, que j'ai écrit en petite majuscule, parce que comme les lexèmes, je vais considérer que c'est des unités lexicales, et avec ces petits machins pour bien montrer. Dans la prochaine édition, si j'arrive à la finir à temps de mon manuel, j'ai réintroduit ça. J'avais enlevé des trucs en me disant, bon, on ne va pas surcharger, mais ça aide tellement d'avoir ça pour dire, c'est préfabriqué tout ce truc. Donc en français, coup de bol, on peut traduire littéralement, mouton noir, ok? Et ça a quasiment le même sens, mais pas évidemment le même comportement. Mais bon, ça marche. Il y a pas mal de locutions métaphoriques sur des noms d'animaux qui marchent aussi. On verra, on dit lame duck en anglais et canard boiteux en français, etc. Mais c'est un coup de chance quand ça marche, cette traduction littérale. Évidemment, il ne faut jamais faire comme ça. Donc, black sheep, c'est une unité lexicale, c'est clair, mais ce n'est pas un lexème, parce qu'il s'exprime par des syntagmes. Son expression, ce n'est pas des mots-formes, c'est des syntagmes. Okay? Et là, je ne parle pas de syntagme au sens d'une forme analytique d'une flexion comme avons mangé, qui est évidemment un syntagme, et donc qui est une flexion, une forme non mot-forme du lexème manger. Mais c'est des syntagmes dans ce sens-là. Ça veut dire, ce nom au singulier, c'est black sheep, au pluriel, black sheeps. Okay? Donc c'est des syntagmes parce que la structure, c'est un nom modifié par un adjectif épithète. Donc ce n'est pas un mot-forme, c'est une structure syntaxique. Donc, je ne sais pas si vous avez fait de la syntaxe de dépendance, mais je vais effrontément utiliser des arbres de syntaxe de dépendance ou des petits arbres, parce que de toute façon, même si vous n'en avez pas fait, vous avez fait de la grammaire traditionnelle, vous connaissez adjectif épithète, et bon, j'aime pas trop le terme épithète, parce que c'est juste en français qu'on dit épithète, okay? En anglais on dirait attribute adjective, et en français, c'est l'adjectif en position prédicative qu'on appelle attribut du sujet, alors que dans toutes les grammaires on dit prédicative, adjective. Okay. Ok, donc cet adjectif qu'on appelle épithète, donc c'est bien une structure syntaxique. Donc ce n'est pas un mot-forme. Vous avez deux mots-formes connectés par une dépendance syntaxique. Donc pas un lexème, impossible de dire que c'est un lexème, mais c'est comme un lexème. Ok, sauf que ces formes, c'est des syntagmes qui expriment la flexion. Donc on va dire que c'est une locution. Alors on peut regarder... Alors, les dictionnaires varient beaucoup à ce niveau-là. On va aller jeter un coup d'œil un petit peu dans les dictionnaires. Il y a une entrée ou un article black sheep dans le Oxford Advanced Learners Dictionary. Tous les dictionnaires que j'utilise là, ils sont accessibles en ligne. Donc, si vous googlez, vous pouvez faire un signet. Il faut apprendre à enlever toutes les publicités qui s'affichent au milieu des articles et qui vont refléter votre historique de navigation. Donc vous avez une petite croix en haut à droite dans chaque truc, vous les enlevez et vous retrouvez avec l'article à peu près correct. Mais bon, en tout cas, au moins c'est gratuit. Et c'est un très bon dictionnaire
pédagogique, c'est un learner's dictionary, donc un dictionnaire vraiment pour apprendre la langue. Donc il y a une entrée Black Sheep, on dit Black Sheep, c'est un nom. Vous avez les signifiants ici, comme on a vu précédemment, et la description du signifié. Donc, a person who is different from the rest of their family or another group and who is considered as bad or embarrassing. C'est pas pire de définition. Okay? Elle est pas mal. Quand on regardera les définitions, la technique pour les définitions, elle est assez bien, elle explique bien. Donc, si jamais vous ne saviez pas ce que ça veut dire Black Sheep, mais bon, j'imagine que vous savez, ou mouton noir en français, il est possible que la même métaphore existe dans les langues que vous parlez. Et quand même, ça, par exemple, justement, ça relève de la combinatoire restreinte. On vous dit que c'est un nom. Parce que ça pourrait être une structure nominale, mais un fonctionnement adjectival. He is really black sheep. Pourquoi pas? Ok, bon, dans l'anglais, au niveau de l'orthographe, on aurait tendance à mettre un trait d'union si c'était un fonctionnement adjectival. Mais il faut le savoir. Il faut savoir s'il n'y a pas un verbe, to black sheep. To black sheep someone. C'est très dans la philosophie de la langue anglaise de faire un verbe. Et ça doit se trouver des emplois. Je ne pense pas que c'est très lexicalisé, mais c'est comme un truc naturel. C'est comme cold shoulder, qui est une attitude. So to give the cold shoulder, to get the cold shoulder. Mais il y a le verbe to cold shoulder someone. Okay? Donc c'est très lexicalisé. Et puis vous avez aussi des choses comme ça a à voir avec la combinatoire. The black sheep of the family. Parce que la structure actentielle, on verra ça quand on va regarder demain l'analyse prédicative des unités lexicales. Black sheep, c'est pas black sheep. C'est ex black sheep of Y, or among Ys. Okay? Et là, ils vous disent comment exprimer Y. On peut dire of, blabla, black sheep of the family. En français, ça marchera aussi avec la même structure syntaxique. Mais c'est la combinatoire qu'on décrit, donc on le décrit comme vraiment n'importe quel lexème, mais ce n'est pas un lexème, locution. Okay? Mouton noir dans les dictionnaires français, donc c'est totalement absent du petit Robert. J'en revenais pas, j'ai même cherché sous mouton, il y a des occurrences de noir. Là où on parle de mouton noir, c'est comme dans le trésor de la langue française, c'est quand on parle d'une race de moutons, comme les moutons d'Ouessant, qui sont des petits moutons noirs, mais absolument adorables d'ailleurs, tout petits. Mais c'est pas du tout pour la locution, c'est complètement oublié. Alors, dans le Larousse de la langue française, en ligne, aussi, il est décrit, mais comme on fait très souvent, il est décrit par enchâssement dans l'entrée du lexème mouton. Donc il n'a pas son entrée propre. Là, dans le Learner's Dictionary, on voit une entrée, tata. Donc dans le Larousse en ligne, ben, quand on est dans mouton, il y a les listes de ce qu'ils appellent des expressions. Et donc vous avez mouton de Panurge, un mouton à 5 pattes, etc. Ah, regardez. Frisé comme un mouton. Mouton à 5 pattes. Ça n'a rien à voir. Mouton à 5 pattes, c'est une locution. Frisé comme un mouton, ce n'est pas une locution. Comme un mouton, c'est une locution. C'est un intensificateur. C'est comme amour infini, amour intense, frisé intensément, très intense, comme un mouton. Encore cette expression de intense, très, qui est phraséologique. On dit frisé comme un mouton. Donc ça, ce n'est pas une locution du tout. C'est notre prochaine classe. Et là, on a mouton noir, personne qui, dans une famille, un groupe, est ressenti comme différente, marginale et tenue plus ou moins à l'écart. Donc là, il y a une définition qui est très bonne, qui semblerait presque pomper sur celle du Oxford, parce que vraiment très, très similaire. Mais c'est enchâssé sous le lexème, et donc ça ne lui donne pas le statut d'unité lexicale. On n'indique pas la partie du discours, on ne dit pas comment on exprime le Y de mouton noir. Est-ce qu'on dit le mouton noir de la famille ou dans la famille? Donc, on l'a downgraded, on l'a rétrogradé à un statut d'un espèce de machin qui est une expression. Et expression, ici, vous voyez typiquement,
ce n'est pas une notion. Ici, ce n'est pas une notion, parce que ça regroupe des phrasèmes qui sont de nature différente. Friser comme un mouton. Retournons à nos moutons, mouton de Panurge, mouton à 5 pattes. Compter les moutons, mouton noir, c'est bon. Friser comme un mouton, ce n'est pas de même nature. OK? Donc c'est intéressant. Je suis allé vérifier en vrai hier et je me suis dans le réseau lexical du français. Donc je vais utiliser souvent pour vous faire entrer cette idée que le lexique c'est un réseau. C'était pas si mal décrit mouton noir, sauf qu'il n'y a pas de vraie définition. Mais au niveau du réseautage, c'est pas mal. Peut-être je devrais. Donc vous avez mouton noir est stocké dans le lexique, on voit ces liens-là, c'est lié à excentrique, c'est lié à brebis galeuse, un raté, etc. Ça, c'est des liens évidemment qui ont à voir à la synonymie. Excentrique, ce n'est pas de la synonymie, c'est un adjectif, donc ça peut être un synonyme. C'est une fonction lexicale qu'on n'a pas encore vue, puisqu'on n'a pas vu les fonctions lexicales, c'est que mouton noir, c'est X mouton noir de Y. Il y a un lien avec excentrique, parce que excentrique, ça ne veut pas dire qui est un mouton noir, ce n'est pas l'adjectif qui veut dire qui est un mouton noir, mais il veut dire qui tend à être un mouton noir. On ne va pas définir excentrique par qui tend à être un mouton noir, mais quelqu'un d'excentrique, donc l'adjectif excentrique sert à dénoter des types de personnes, adjectif allemand, et il y a une proximité sémantique, parce qu'on pourra du coup s'attendre à une certaine affinité entre mouton noir et excentrique dans le lexique du français. Donc ça, ce réseau est la conséquence de la description lexicale de mouton noir, où justement, là il y a un bel exemple de mouton noir. La famille Renaud était plus modeste, les deux fils aînés, Fernand et Marcel, allaient devenir marchands de draps comme leur père, mais le troisième fils, Louis, était le mouton noir de la famille. Être le mouton noir de Y. X est mouton noir de Y. Donc c'est un très bel exemple avec un contexte un peu long, mais qui permet en même temps de spécifier bien, enfin d'indiquer bien le sens. Okay. Donc c'est clairement une unité lexicale. Ici c'est indiqué comme locution. Il est déjà 12 heures, on devrait prendre une pause comme locution forte. Laissez-moi juste faire la définition de la notion de locution. Donc une locution c'est un phrasème qui est sémantiquement non compositionnel. Donc c'est ça qui caractérise la locution. Et je propose qu'on fasse la pause maintenant, parce que qu'est-ce que ça veut dire être sémantiquement non compositionnel? C'est un peu délicat. Okay. Et ce qui n'est pas indiqué ici, c'est qu'il est sémantiquement non compositionnel en tant que phrasème, et il est entièrement préfabriqué. Ça veut dire le locuteur l'utilise comme un tout, comme ça. Boum, pour exprimer un sens donné parce qu'il est sémantiquement non compositionnel. On prend la pause, c'est ça, parce qu'il est midi? Parce qu'il y avait cette fluctuation, alors je suis allé l'assurer. Donc on ne prend pas de pause? Moi, ça me... Si, on va prendre une pause, mais quand le thé, ça va là. Ah, ok. Donc on peut faire... Vous allez tenir le coup quand même, parce que prêtez attention, c'est important, la non-compositionnalité sémantique, parce que ce n'est pas ce qu'on croit habituellement. Okay. Donc, exemple, casser les pieds, c'est sémantiquement non compositionnel, parce que ça veut dire embêter. Il ne s'agit pas de casser des pieds. Okay. Et c'est entièrement utilisé de façon préfabriquée en bloc pour dire embêter. Bon, ça ne veut dire pas exactement embêter, ça veut dire un peu plus que ça. C'est un synonyme plus riche de embêter, mais grosso modo, c'est son sens. Alors maintenant, il faut faire attention, parce qu'on peut envisager au moins 3 classes majeures de locution. Ce qu'on appelle les locutions fortes, et c'est ce que les gens aiment, ok ? Des locutions fortes, elles sont telles que leur définition, si on les définit, et donc leur sens, ne contiennent pas l'essence des unités lexicales qui les forment. Donc casser les pieds, X casse les pieds à Y, avec Z, par Z. Grosso modo, ça veut dire embêter, et peut-être embêter d'une certaine façon et dans une certaine situation. Je ne vais pas parler de casser et de pied.
Éventuellement, je peux avoir dans ma définition la composante métaphorique qui explique la métaphore. Comme si, en fait, il lui marchait sur les pieds et ce qui lui casse les pieds. Mais cette composante métaphorique, ce n'est pas le sens exprimé, c'est l'explication de la métaphore. Je pense que dans un bon dictionnaire, une bonne ressource lexicographique, quand la métaphore est claire pour tout le monde, parce qu'on utilise beaucoup de locutions sans avoir aucune idée pourquoi on dit ça, ok ? Et même casser les pieds, c'est un peu délicat, parce que là, je vous ai donné une explication métaphorique, mais peut-être vous imaginez quelqu'un avec un marteau qui casse littéralement les pieds, donc c'est un petit peu bizarre pour dire embêté. Mais bon, et souvent, par exemple, j'avais demandé à des anglophones pourquoi il y a cette locution « to jump the gun », donc faire quelque chose avant le moment approprié. Et beaucoup, en fait, n'avaient pas d'explication, mais ils utilisaient « to jump the gun » sans problème. Okay ? Donc je finis quand même ça, le thé n'aura pas le temps de refroidir, mais c'est vraiment important. Donc là, sauf dans la composante d'explication d'une métaphore, si elle doit avoir lieu, et par exemple ne pas être dans son assiette, on va l'expliquer. Mais évidemment, l'explication sera fausse. Parce qu'on va dire, c'est comme s'il ne se sentait pas bien et qu'il n'avait pas envie de manger ce qu'il a dans son assiette. Ce qui est complètement faux. C'est l'assiette qui veut dire équilibre. Et ça vient d'un terme d'équitation, d'un cavalier qui tient mal en selle et qui n'est pas dans son assiette, donc dans son équilibre. Mais évidemment, demander, à moins d'avoir appris que c'était ça, ben, tout le monde l'utilise en pensant à cette métaphore. Et vous connaissez le proverbe de Prévert qui s'appelle la scène, comme la scène dans la Bible, avec Jésus-Christ et ses 12 apôtres. Ils sont à table, ils ne mangent pas, ils ne sont pas dans leur assiette, mais leur assiette se tient debout toute droite derrière leur tête. Donc il fait référence. Donc ça joue sur ce truc-là. Ok, donc même si elle est fausse, il faut peut-être la donner quand même si diachroniquement. Et puis il y a les semi-locutions. On ne peut pas dire que dans le sens de fruits de mer, il n'y a pas mer. Évidemment, on va dire que des fruits de mer, c'est des aliments qui proviennent de crustacés ou d'animaux marins d'un certain type. Okay ? Donc on va parler de la mer dans la définition de fruits de mer. Par contre, il ne s'agit pas de fruits. Okay ? Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une semi-locution. Ça veut dire le sens de toutes les unités lexicales n'est pas là, mais il y en a au moins une ou deux, une partie, qui doit être dans la définition. Et puis, vous avez... donc ça, c'est pour ça que j'ai mentionné cet article. On m'avait demandé un article sur la compositionnalité sémantique, puis tout le monde allait parler de logique, de Montagu et compagnie. Donc, par provocation, je me suis dit, je vais parler des locutions faibles, justement. Donc, c'est sur les locutions faibles. Boule de neige, c'est une locution, et c'est sémantiquement non compositionnel, parce que ça ne veut pas dire boule de neige. Ça veut dire, c'est de la neige mise en boule, notamment pour servir de projectile. Okay ? D'ailleurs, au niveau de la forme et tout, on dirait plutôt une balle de neige dans ce cas-là. Et en plus, une balle, ça se lance. Donc, une boule de neige, c'est un objet fabriqué. Si vous dites « Ah, il y a de la neige qui avait dégringolé le long de la pente et il y avait des petites boules de neige », on ne dit pas « boule de neige », on dit « des boules de neige ». Et ça, c'est l'expression libre. Des boules de pain, des boules de n'importe quoi. Mais quand on dit boule de neige, il y a qui cohabite avec l'expression libre, boule de neige qui est connectée à bataille de boules de neige, etc. Évidemment, toute une phraséologie. Et donc ça, c'est une locution, mais c'est une locution faible. Parce qu'il y a plus ou moins le sens de boule et de neige dans boule de neige. OK ? Mais c'est une locution, parce qu'il y a ça, et puis il y a plus. Il faut dire que c'est un truc qu'on fait notamment pour le lancer et tout. Donc c'est une locution. Et il faut savoir qu'on dit boule de neige. Dans une autre langue, on pourrait dire une balle de neige, ou avoir le terme qui est plutôt balle. Et puis un autre que j'aime bien, ben je le mentionne plus tard peut-être, c'est centre commercial par exemple. Centre commercial, c'est une locution et c'est sémantiquement non compositionnel. Parce que ça ne veut pas dire un centre qui est commercial, un centre commercial. Ça ne veut même pas dire un centre où il y a du commerce, parce qu'on ne va pas au centre
Okay, on va au centre commercial. Donc bien sûr, c'est un centre de commerce, okay, donc un centre où il y a centralisé des magasins pour le commerce, mais on dit centre commercial, point, et c'est pour dire en fait un lieu de commerce où il y a un certain nombre de magasins réunis, etc. Donc c'est une locution, mais faible. Évidemment qu'on trouvera plus ou moins commerce et centre à l'intérieur. Au Québec, on dit le centre d'achat. Plus proche de l'anglais, et qui était peut-être parce que ça vient évidemment de la tradition américaine et tout, c'est le shopping center. Donc on va au centre d'achat, on ne va pas au centre commercial. Ou alors on le dit avec une voix pointue à la française, on va au centre commercial. Okay. Donc ça, il faut faire très attention, il faut regarder, même, vous voyez, et justement, c'est la perspective du locuteur. Qu'est-ce que le locuteur a voulu dire? C'est évidemment, si je ne connais pas le terme boule de neige, j'apprends le français, dans le contexte, c'est tout à fait évident, je sais ce que ça veut vouloir dire. OK? Mais du point de vue du locuteur, il n'était pas libre. Il voulait parler de ce machin, c'est pas boule, c'est pas balle, il faut dire pas une boule neigeuse ou je sais pas quoi, ou c'est pas un mot forme comme en anglais, snowball. Voilà, donc c'est une locution. Et les locutions, qu'elles soient fortes, semi-locutions ou locutions faibles, c'est des unités lexicales de plein droit. Okay? Et c'est important les locutions faibles parce qu'il y en a tellement, peut-être plus que de locutions fortes. Et dans les terminologies, il y en a notamment beaucoup. Parmi ce qu'on appelle les termes complexes, il y en a beaucoup qui sont en fait des locutions faibles. Okay? Pas tous, mais beaucoup. Pardon ? Oui, moi je le permets, c'est vos collègues qui exercent une pression sur le thé, mais je réponds à votre question, puis si ce n'est pas suffisant, on reprendra après le thé. Oui ? Donc là, vous parlez de boule de neige, si on parle de l'effet de boule de neige, est-ce que ce serait une locution faible ? Oui. Il y a effet boule de neige, qui est une locution formée du lexème effet et de la locution boule de neige. Il faut le tester. Et en disant ça, je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'avance. Est-ce qu'il y a une acception métaphorique de la locution boule de neige qui veut dire un truc qui se passe et qu'on peut pas, enfin, qui a des répercussions et qui s'enchaîne? Dans ce cas-là, ce serait une collocation de effet boule de neige. Parce qu'on dit aussi faire boule de neige. Quelque chose a fait boule de neige. Donc là, on commence à se poser des questions, il faut le tester. Donc est-ce que je peux dire, ah, ce truc, c'est vraiment une boule de neige? Ou la boule de neige de son initiative? Non, ça ne marche pas. Donc, il faut admettre qu'il y a au moins deux locutions, effet boule de neige et faire boule de neige, qui sont des locutions faibles. Parce que boule de neige, c'est une unité lexicale, et donc effet boule de neige, non, c'est des semi-locutions. Parce qu'effet veut dire, on va parler d'un effet, mais boule de neige, on va prendre dans un autre sens. Donc c'est une semi-locution. Et faire boule de neige, ça a fait boule de neige, son initiative a fait boule de neige. C'est aussi une locution construite dans une locution. Ça arrive assez souvent qu'il y a des locutions. Parce que comme une locution est une unité lexicale, elle peut participer dans la construction d'une locution. Mais voyez, j'ai donné une réponse immédiate comme ça, sans prendre 1 ou 2 secondes pour analyser. Et puis, je vois que là, je vous dis ça, mais je sais que si je veux le décrire dans le réseau lexical, par exemple, je vais quand même réfléchir un peu. Je vais le tester en essayant de me forcer à voir ça, non pas comme une locution, mais le prochain phrasème qu'on verra, une collocation, qui serait effet boule de neige. Mais je pense quand même que c'est une locution, oui. C'est comme des poupées russes, hein, on peut en chasser des locutions à l'intérieur de locutions. Si vous avez d'autres questions, on les reprendra après la pause. Et donc on peut prendre une pause. Donc on va mettre la première page. Oui, chef.